All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning, everyone. Bonjour à tous. Madame la greffière, est-ce que vous voulez bien appeler l'affaire, s'il vous plaît? Greffière d'audience. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. C'est la situation en République centrafricaine 2. En l'affaire, le procureur contre Alfred Yekatom et Patrice Edouard Nguessona. Référence de l'affaire ICC 0114-0118. Et nous sommes en audience publique. Président, merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, il faudra peut-être demander les compositions des équipes. De nouveau, Monsieur Van Der Puy, s'il vous plaît. La composition de la vôtre. Monsieur Van Der Puy, bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'accusation est représentée par Mme Stryven, M. Garcia, Yacine Mosfa, Manu Pratibhatavan, Pierre Belbenoavik, Maria Bertinikova, Léa Liaxes, Sylvie Wakshom et moi-même, Kweku Van Der Puy. Président, merci beaucoup. Maître Massida pour les victimes, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Pour les victimes des autres crimes, aujourd'hui, nous avons Maître Elisabeth Rabesandratana, Monsieur Roshan Alana Seksek, Monsieur Yann Soko, Monsieur Enrique Cardero, Madame Maître Ejin Kim, Maître Alexis Larivière et Maître Evelyne Ombni et moi-même, Paulina Massida. Président, merci beaucoup. Maître Seproun. Maître Seproun, bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Aujourd'hui, l'équipe représentant les anciens enfants soldats est la même qu'hier. Merci. Maître Dimitri, merci. La défense, s'il vous plaît. Maître Dimitri, bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Bonjour à tous. Monsieur Yekatom est présent dans le prétoire et il est représenté aujourd'hui par Maître Antaguissé, Maître Youssal Mklam, Sabrine Vessa, Sarah Bafadel, Guillaume Suzuki, Alexandra Baer, Florent Pages-Granier, Léa Benoît, Lina Hammi et moi-même, Mylène Dimitri. Président, merci. Et puis la défense de M. Nguessona, Maître Knops, s'il vous plaît. Maître Knops, bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Bonjour à tous dans le prétoire. La défense de M. Nguessona aujourd'hui se compose de Maître Lefterio, Vandelier, ensuite Nina Taille, Mathias Goffin, Mélissa Beaulieu, et puis à gauche, Maître Sarah Prédosso. Merci, bonjour. Président, merci beaucoup. La parole à Maître Dimitri pour la défense de M. Yekatom et leur mémoire de conclusion. Maître Dimitri, merci beaucoup, Monsieur le Président. Avant de commencer, des points logistiques. Nous avons divisé notre déclaration de conclusion de telle sorte qu'avec votre autorisation, nous prendrons peut-être la pause 10 à 15 minutes avant 1h, et puis ensuite la deuxième partie serait l'après-midi. Président, c'est parfait, pas de problème. Et nous suggérons aujourd'hui encore de raccourcir la pause déjeuner pour avoir davantage de souplesse cet après-midi. Maître Dimitri, merci. Et deuxième point, j'ai parlé à M. Van Der Puy hier, on a 4h30. Si la Chambre l'autorise, j'aurai 10 minutes à passer à huis clos partiel pour traiter pleinement un point qu'a abordé l'accusation sur Pi 1331. Président, je suppose qu'il y a une bonne raison à ce que vous suggériez cela. 10 minutes, ça va? Mais vous savez, vous, nous, notre intérêt à tous, c'est d'avoir cette audience de conclusion le plus ouverte possible. Mais enfin, ça ira en particulier si vous avez parlé avec M. Van Der Puy. Maître Dimitri, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Messieurs les juges, bonjour à tous. C'est un privilège de comparer devant vous aujourd'hui et un privilège d'avoir mené cette équipe de défense pendant les 5 dernières années. À travers notre présentation d'aujourd'hui, je viserai à démontrer pourquoi le discours, le récit de l'accusation dans cette affaire n'est pas fiable.
Ceci vient de la façon dont ils ont mené leur investigation, la façon dont ils ont interrogé les témoins, et aussi ça trait à l'approche qu'ils ont adoptée dans la constitution de leur mémoire de conclusion et leur déclaration finale. Un modèle permanent est apparu dans la conduite du procureur, un modèle mené uniquement par la quête d'une déclaration de culpabilité, souvent au détriment de la justice, de la précision et de l'équité. Dès le début de leur enquête, lorsque les témoins fournissaient des précisions ou des réponses nuancées, l'accusation a toujours opté pour l'interprétation la plus à charge, la plus incriminante, mais elle l'est uniquement lorsqu'ils distorsionnent les preuves, lorsqu'ils ignorent les contextes ou les précisions fournies par des témoins, des précisions qui vont à l'encontre de leur récit. J'étayerai ce premier point en utilisant des déclarations de témoins par opposition à des dépositions en salle d'audience, et en particulier les références qui sont faites dans le mémoire de l'accusation. Puis ensuite, je passerai à mon deuxième point, où je traiterai de la façon dont l'accusation a utilisé de manière exhaustive la déclaration de témoin de 1339 pour lui conférer les éléments dont ils ont besoin pour construire leur récit et leur thèse contre M. Yekatom. Cette approche, qui consiste à exploiter les ambiguïtés tout en évitant délibérément les précisions qui pourraient nuire à leur thèse, était évidente non seulement dans la phase d'enquête, mais également ici, dans le prétoire, alors qu'ils interrogeaient les témoins. Cette observation constituera le fondement, une partie du fondement de mon troisième point que j'expliquerai aujourd'hui en expliquant comment ces ambiguïtés ont été exploitées de la même manière par l'accusation et en particulier dans le sujet de la coordination Nord-Sud. Quatrième point, je démontrerai comment cette tactique s'est étendue à leur interprétation d'autres types d'éléments de preuve, comme par exemple les registres d'appel ou le matériel audio-vidéo. Cinquièmement, je montrerai aussi comment cette même approche est reflétée dans leur mémoire. Ils ont procédé à des choix délibérés, évidents et éludant des éléments clairs pendant les procédures lorsque ceux-ci venaient à l'encontre de leur thèse, et ceci découlant de leur fixation qu'ils font d'obtenir une condamnation. Ils s'accrochent à des témoignages comme celui de P0954. Ensuite, mes collègues, Maître Guissé, Maître Bafadel et Maître Suzuki, s'adresseront à la Chambre. Maître Guissé s'occupera des événements de l'école de la base de l'école Yanmar. Monsieur Suzuki se penchera sur la question du terme anti-Balaka, sur Catin et sur l'axe PK9 Mbaki. Et Maître Bafadel traitera de la responsabilité pénale de M. Yekatom telle que la prétend l'accusation. À la fin de notre présentation, je conclurai par une analyse très brève du chef 29 et je soulignerai comment la quête sans relâche d'une déclaration de culpabilité de l'accusation et le fait qu'ils aient éludé volontairement des précisions qui affaibliraient leur thèse était aussi évidente. Monsieur le Président, vous vous souviendrez comment, dans mon introduction, j'ai souligné comment tout au long du procès, l'accusation n'a pas mis à l'épreuve leurs éléments. Ce refus de mettre leurs preuves en question ou faire face aux ambiguïtés souligne leur effort calculé pour obtenir un avantage tactique. Ils ont constamment utilisé une obstruction délibérée ou des termes ambigus comme musulman ou anti-Balaka. Et lorsqu'un témoin essayait de préciser un point, l'accusation soit évitait d'aborder la question de la précision, soit l'ignorait en bloc. Et je prendrai l'exemple
du témoin de l'accusation 1839. L'accusation a exploité son manque de clarté et la confusion des thèmes lorsqu'elle parlait de musulmans et les supposées instructions de M. Yekatom. Vous avez entendu l'accusation lundi et mardi répéter ou rejouer 2 extraits de P1839 par rapport à ce que M. Yekatom aurait dit par rapport aux musulmans. Par chance, lorsque P1839 a témoigné, la Chambre se souviendra que sa déposition préenregistrée était une transcription exhaustive, verbatim, qui m'a permis de préciser plusieurs points pendant notre interrogatoire au nom de M. Yekatom. Et vous vous souviendrez sans doute, et vous le verrez de la diapositive suivante, c'est la diapositive numéro 2, qu'elle a reconnu faire référence aux musulmans pendant son entretien avec l'accusation, alors qu'en fait, elle voulait dire Séléka. Elle voulait dire Séléka qui brûlait les maisons. Elle voulait dire Séléka qui avait des armes. Mais elle a utilisé le terme musulman. La Chambre se souviendra également que puisque nous avions une transcription complète de l'enregistrement préalable de la déposition de P1839, une partie essentielle de notre compte interrogatoire était de confirmer par sa bouche des éléments clés de son enregistrement préalable pendant sa déposition en salle d'audience, éléments clés qui ont été éludés par l'accusation. Et par opposition à ce modèle de l'accusation, nous, avec 1839, avons traité de points clés de son témoignage et des aspects fondamentaux de sa déposition. Vous vous souviendrez aussi qu'à un moment, nous avons répété plusieurs fois, 3 fois, la même question pour obtenir une réponse claire et non équivoque par rapport aux instructions de M. Yekatom. Et c'est la transcription 174 à partir de la page 78. Plus étonnant, l'accusation a tenté de manière active d'empêcher nos tentatives de préciser sa déposition, ce qui révèle une appréhension claire vis-à-vis de réponses nuisibles pour eux et potentiellement exculpatoires. Vous vous souviendrez comment, à un moment, je posais des questions à 1839 sur le fait, pour savoir si M. Yekatom ou M. Habib Beina n'avaient jamais donné instruction d'attaquer des civils musulmans. Et ils ont fait objection. Ils ne souhaitaient pas que j'obtienne ces précisions. Par chance, vous avez rejeté l'objection, si vous me permettez d'utiliser l'expression, et elle a donné sa réponse, une réponse nuisible à la thèse de l'accusation, malgré leur tentative d'obstruction. Et aujourd'hui, cette réponse, dans leur mémoire de conclusion, ils la qualifient de leurre, de fausse piste, montrant comment ce n'est pas la vérité qui les intéresse, mais simplement une culpabilité. Parce qu'ils feront tout leur possible pour écarter tout ce qui pourrait aller à l'encontre de conclusions essentielles de leur thèse. Et vous voyez cette tentative au paragraphe 446 du mémoire de l'accusation. Maintenant, ces précisions que nous avons obtenues de 1839 au cours de notre compte interrogatoire ont été possibles parce que sa déclaration préalable était complètement enregistrée. Mais cet avantage d'avoir une déclaration préalable complètement enregistrée n'était pas présent chez tous les témoins de l'accusation. P1339, par exemple, a été dispensé de son droit à avoir sa déclaration transcrite, enregistrée. D'autres témoins également, qui n'étaient pas suspects, donc ils ont fourni des déclarations qui étaient des résumés édulcorés par les enquêteurs de l'accusation sans
éléments de contexte pourtant essentiels, ni références détaillées aux questions posées par l'enquêteur de l'accusation, pas plus qu'il n'y avait de procès-verbal exhaustif. On ne sait même pas comment un sujet particulier a été introduit par les enquêteurs de l'accusation dans ces déclarations résumées. Et notre objectif aujourd'hui est de montrer comment ces déclarations préenregistrées ne peuvent pas avoir notre confiance lorsque l'accusation s'appuie dessus. Beaucoup de témoins sont revenus sur ce qu'ils avaient dit dans leur déclaration ou ont précisé ce qu'ils y avaient dit. Et on a des exemples dans notre mémoire de conclusion, au paragraphe 152 par exemple, ou 536. D'autres ont apporté davantage de précision ou sont revenus sur leur déclaration préalable ici dans le prétoire pendant leur déposition, mais l'accusation les a ignorés. Ils ont continué de s'appuyer sur les déclarations préenregistrées, effectuées, résumées, assainies, entre guillemets, édulcorées par les enquêteurs de l'accusation, qui parfois étaient des anglophones travaillant dans un pays francophone. Parce que leur objectif, c'était d'obtenir une déclaration de culpabilité, y compris au détriment des éléments présentés en direct dans cette chambre. Et ceci fera partie de mon deuxième point, où je prendrai 3 exemples pour montrer comment ils ont continué de s'appuyer sur des déclarations préenregistrées, ignorant les dépositions en salle d'audience. Premier exemple, le témoin P1990. Vous avez la diapositive sous les yeux, mesdames, messieurs les juges. Comme vous le verrez sur la partie gauche de la diapositive, l'accusation cite 1990 au paragraphe 578 de leur mémoire de conclusion pour soutenir leur déclaration selon laquelle le groupe de Yekatom a attaqué le point kilométrique 5 plusieurs fois. Cette phrase, au paragraphe 578, est au milieu d'un paragraphe où ils décrivent comment PK5 est une enclave, où ils décrivent comment PK5 est une enclave où des centaines et des centaines de civils musulmans internement déplacés ont trouvé refuge. Donc ils sous-entendent dans ce paragraphe 578 que M. Yekatom a attaqué le PK5 et donc a attaqué des civils musulmans. Et il s'appuie pour cela sur le paragraphe 28 de la déclaration de 1990. Et ce paragraphe 28, c'est là où, dans sa déclaration préalable, il prétend que, du fait du mauvais comportement de ces éléments, M. Yekatom les encourageait à attaquer PK5. Mais qu'a-t-il dit? Il est venu témoigner devant la Chambre. On lui a posé la question sur ce paragraphe 28. Et il a dit qu'il n'était pas un témoin visuel, un témoin oculaire d'aucune attaque sur PK5. Et il dit que c'était des gens, donc certaines personnes qui attaquaient PK5. Voilà ce qu'il a entendu. Il est incapable de dire qui précisément. Et il ne dit pas que c'est M. Yekatom. Mais ils ont ignoré ces précisions parce qu'ils voulaient utiliser ce paragraphe 28. Voilà pourquoi ils le citent dans leur mémoire. Deuxième exemple, témoin P0954, qui se trouve à droite sur la diapositive, sur le PowerPoint, Madame, Messieurs les juges. Au paragraphe 703 du mémoire de l'accusation, il déclare que ce témoin a confirmé que des civils musulmans avaient fui de crainte d'être attaqués violemment, ciblés par Yekatom. Et il s'appuie pour cela sur le paragraphe 96 de la déclaration du témoin. Et dans ce paragraphe 96, il dit, et c'est dans sa déclaration préalable, que M. Yekatom a mené des attaques d'un village à l'autre pour attaquer des musulmans. Et lorsqu'il est venu déposer, nous lui avons posé des questions sur ce paragraphe.
Concrètement, on lui a demandé ce qu'il entendait par attaquer village par village, et il a précisé. Il a convenu qu'il voulait dire les Séléka, que M. Yekatom attaquait des villages les uns après les autres, des Séléka. Il attaquait les Séléka pour prendre leurs armes, des Séléka armés. Donc, mais l'accusation a ignoré ces précisions. Ils ont continué de s'appuyer sur le paragraphe 96 pour prétendre que M. Yekatom aurait attaqué des civils musulmans et que c'est pour cela qu'ils ont fui. Mais pire encore, ils disent dans le paragraphe 703 de leur mémoire de conclusion que P0954 a confirmé que c'était des civils musulmans, alors que le paragraphe 96 n'inclut même pas le terme civil, en plus d'avoir précisé qu'il voulait dire c'est les cas. Je vais m'appuyer à présent, si vous le permettez, un troisième exemple. Et c'est le témoin 1813. C'est la diapositive numéro 5. Dans sa déclaration préalablement enregistrée, une phrase indiquerait qu'il aurait dit que des jeunes de 10 ans et plus étaient à Sekia et Pissa, au barrage routier. Lorsqu'il est venu déposer, c'est vous, Monsieur le Président, qui avez essayé d'obtenir des précisions sur ce paragraphe 21. Vous souhaitiez savoir quel était le fondement des connaissances qu'il avait pour dire qu'ils avaient 10 ans et plus. Et qu'a-t-il dit? Il a dit que c'était des jeunes gens, moins de 18 ans. Voilà ce qu'il a dit. Donc, on a 10 ans et plus, et lui, il témoigne et il dit plus jeune que 18 ans. Et dans leur mémoire, qu'est-ce qu'ils choisissent? 10 ans et plus, parce que c'est plus à charge. Et ils ignorent les précisions que vous avez obtenues, Monsieur le Président, lors de la déposition en direct du témoin. Et c'est pourquoi nous disons, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, qu'ils tentent d'obtenir une déclaration de culpabilité en évitant les précisions, en évitant les témoignages en direct des témoins. Et c'est la raison pour laquelle vous ne devez pas vous fier aux déclarations préalables obtenues par l'accusation dans cette affaire. Et ceci m'amène à mon point suivant. L'utilisation excessive de la déclaration préenregistrée de P1339 par les conseils de l'accusation. Ils s'accrochent à cette déclaration de P1339 parce qu'ils le considèrent comme essentiel pour parvenir à une déclaration de culpabilité indépendamment de son absence de crédibilité. La façon disproportionnée dont ils ont insisté et utilisé 1339 dans leur mémoire et pendant leur intervention lundi et mardi est l'exemple de comment leur quête de vérité a été écartée pour promouvoir la crédibilité de 1339, y compris en prétendant qu'il a montré son engagement à dire la vérité sans faille. Cette phrase, rien que cette phrase du paragraphe 589 de leur mémoire montre comment la thèse de l'accusation suppose de s'appuyer aveuglément sur des éléments non fiables. Et c'est ce que nous disons dans notre mémoire. Nous avons été très clairs. Nous avons demandé à la Chambre d'ignorer complètement cette déposition, ce témoignage-là. Je ne souhaite pas revenir sur les éléments que nous avons mentionnés dans notre écrit sur ce témoin. Mais ce que je vais faire en revanche, c'est approcher la question selon un angle différent, me concentrant sur l'utilisation disproportionnée
de l'accusation de la déclaration de P1339 et le recyclage permanent de cette déposition et les exemples nombreux où ces éléments sont utilisés de manière isolée par l'accusation dans leurs interventions en prétoire et dans leur mémoire de conclusion. Madame, Messieurs les juges, vous avez souligné plus d'une fois l'importance des déclarations spontanées des témoins. Et c'est l'écriture 685. Et vous avez également souligné qu'il est préférable de ne pas proposer de questions comme si ce qui était intégré dans la déclaration préalable était la vérité absolue. Vous l'avez dit, transcription 154, page 37, version anglaise. Alors je souhaiterais utiliser ces conseils, ces décisions prises par la Chambre pour me livrer à un exercice en utilisant le paragraphe 417 du mémoire d'accusation. C'est à la diapositive numéro 7. Vous noterez qu'au paragraphe 417, ils prétendent que M. Yekatom a donné instruction à ces éléments et que l'objet de la formation, de l'entraînement, était, je cite, pour qu'ils puissent tuer des musulmans et des sélékas, parce que tous les musulmans étaient des sélékas. Fin de citation. Alors, essayons de voir la source de cette preuve. Monsieur le procureur, ignorant complètement votre ordre sur la spontanéité, et sur le fait de ne pas poser de questions en s'appuyant sur la déclaration préalable comme si c'était la vérité absolue. Il a donné cette réponse à 1339, indépendamment du fait que quelques instants auparavant, et c'est en bas de l'écran, quelques instants auparavant, quelques minutes avant, 1339, parlant de cet entraînement, disait, enfin il n'a pas donné de détails sur l'entraînement, aucune explication n'était fournie sur l'objet ou l'objectif de l'entraînement, mais le conseil de l'accusation ne souhaitait pas de cette réponse, ne voulait pas de cette réponse. Donc il lui a prémâché que l'objet de l'entraînement c'était pour tuer des musulmans et des sélékas. Et c'est dans leur mémoire. Paragraphe 417. Alors, deuxième partie de la phrase. Parce que tous les musulmans étaient des sélékas. Là aussi, c'est le procureur qui propose la réponse aux témoins. Même modèle, on questionne de manière suggestive. Et cette affirmation a été présentée à 1339, même si, quelques instants auparavant, lorsqu'il parle de l'ennemi, d'un ennemi, il parle d'un ennemi capable de tuer. Un adversaire armé. Mais monsieur le procureur voulait sa réponse pour pouvoir l'isoler, la prendre et la mettre dans son mémoire de conclusion. Donc il lui a prémâché cette réponse. Il lui a suggéré, il a orienté. Est-ce que vous vous souvenez que M. Yekatom a dit qu'il fallait tuer les musulmans parce que tous les musulmans étaient des sélékas? Voilà le fondement de ces éléments. Et qu'a-t-il fait? Qu'ont-ils fait? Et c'est la diapositive suivante, la 9, qui constitue un exemple clair de leur fiabilité sans faille du témoignage de P1339. La même phrase proposée par le procureur et utilisée de manière répétée dans leur mémoire de conclusion, recyclée encore et encore pour couvrir un large éventail d'éléments essentiels. Et cette fiabilité excessive souligne leur stratégie visant à étendre de trop des preuves pourtant limitées pour sous-tendre des aspects critiques de leur thèse. Et vous pouvez également le voir à la diapositive 10,
avec une autre phrase recyclée sans fin, elle aussi. Alors, je passerai, si vous me le permettez, à la diapositive numéro 11. The instructions fed to 1339 by the prosecution that the directive would have been to kill 1339, l'accusation les a orientés pour dire qu'il fallait tuer les musulmans parce que les musulmans étaient Séléka. A été utilisé sans faille pour soutenir leur thèse. Cette phrase aussi a été proposée par le procureur. Voilà la source de cette preuve. Et cette phrase également, vous la voyez dans la diapositive 12, est recyclée dans le mémoire, dans une moindre mesure, mais recyclée malgré tout. Et toutes ces phrases, celles que nous venons de voir dans la diapositive précédente, les instructions, ont été répétées lundi, mardi par le conseil de l'accusation et par Maître Massida, la représentante des victimes. En outre, nous vous inviterions à examiner de près le mémoire de l'accusation, à examiner le nombre de fois où ils utilisent le témoignage de 1339 comme étant l'unique source permettant d'étayer des éléments essentiels de leur thèse. À plusieurs reprises, il y a plusieurs paragraphes où on utilise uniquement ce témoignage comme source. Donc, la même phrase recyclée, obtenue par le conseil de l'accusation, illustre, à notre avis, la faiblesse de leur thèse contre M. Yekatom. Et le nombre de fois où l'accusation a dû donner directement les réponses aux témoins 1339, à mon avis, cela démontre leur impossibilité à véritablement prouver leur récit. Et ce sont les preuves qu'ils veulent présenter comme étant crédibles et cohérents. Ce qui m'amène à un autre élément en ce qui concerne 1339, diapositives 14 et 15, où ils posent une question similaire en ce qui concerne les instructions, les directives données pour l'attaque du 5 décembre. Et ceci au moins à 9 reprises, parce qu'ils avaient absolument besoin qu'ils disent qu'il y avait bien un ordre donné par M. Yekatom d'attaquer le 5 décembre. Et ils ont répété la question, non pas parce que cette question n'était pas claire ou parce qu'elle était ambiguë, non pas parce que le témoin a demandé que la question lui soit répétée. Ils l'ont répétée parce qu'ils n'obtenaient pas la réponse qu'ils souhaitaient. Et ils l'ont répété malgré le fait, et je vais demander à ma collègue de repasser. Since Friday, I did not hear. And finally, as you can see from slide 16, having not been satisfied after 9 times of the answer they obtained, prosecution counsel had to suggest again. Le Conseil de la défense, le Conseil de l'accusation a dû suggérer une nouvelle fois à 1339 la réponse qu'il souhaitait obtenir. Donc, M. Rambo a déclaré qu'il attaquerait les musulmans, les Séléka, au marché de Boeing. This is again a witness
Et là, il s'agit de nouveau d'un témoin qu'il considère comme crédible et cohérent, qu'il présente comme crédible et cohérent. Je voudrais faire une autre remarque en ce qui concerne le 1339. Et je vais prendre le paragraphe 1449 du mémoire de l'accusation. Il s'agit de la diapositive 17. Donc, ils prétendent au paragraphe 441 que M. Yekatom, les éléments de M. Yekatom ont tué des musulmans civils à Boeing et à Qatar le 5 décembre et que cela a été fait en application de l'ordre donné par M. Yekatom qui est corroboré plutôt par ce que dit 1339 dans son témoignage. Alors, j'ai regardé d'un peu plus près pour voir qui corroborait cela. J'ai regardé la note en bas de page 905 qui fait référence au paragraphe 552 à 554 du mémoire de l'accusation. Et vous voyez cela maintenant sur votre écran. Et donc, il s'agit du paragraphe 552 à 554. Il y a 4 notes en bas de page. La première note en bas de page fait référence à 2 vidéos. J'ai regardé ces vidéos. Il n'y a rien dans ces vidéos qui permettent de suggérer que M. Yekatom et ses éléments aient tué des musulmans civils à Boeing et à Qatar pendant l'attaque du 5 décembre, comme cela est allégué. Ça n'est pas ce que disent ces vidéos, il n'y a rien là-dessus. Si vous reprenez maintenant la note en bas de page 1647 et l'élément de preuve 1686 et 1647, ce qui est cité dans cette note en bas de page 1215, ne sert qu'à identifier la personne que nous voyons sur les 2 vidéos et qui est citée dans cette note en bas de page. Des vidéos qui n'ont rien à voir avec M. Yekatom s'attaquant à des musulmans civils à Boeing et à Qatar le 5 décembre. Donc je suis allée voir ensuite la note en bas de page 1216 et ils font référence à l'élément de preuve 1705 et l'extrait de cet élément de preuve 1705 parle du 5 décembre, de l'attaque du 5 décembre d'une manière générale, que des musulmans sont tués, pas spécifiquement en ce qui concerne Yekatom, attaquant des civils musulmans à Boeing et à Qatar le 5 décembre. Donc, qu'est-ce que tout cela nous dit? Que la note en bas de page 12-17, 12-18, à quoi font-elles référence? Ils fabriquent une illusion de corroboration pour 1339. Et si vous revenez à la source qu'il cite effectivement, 1339, eh bien, il se corrobore lui-même. En fait, 1339 se corrobore lui-même. Cela vous prouve combien leur thèse est peu solide contre M. Yekatom. Pour renforcer ces éléments de preuve non crédibles, spécifiquement en ce qui concerne le marché de Boeing, ils font référence à l'élimination. Ils éliminent les obstacles, tout simplement. Donc, l'accusation a été informée de l'existence d'un témoin direct sur le crime qui pourrait contredire leur témoin star 1339. Alors, ils choisissent de ne pas saisir cette occasion de rencontrer cet autre témoin. Et il s'agit du témoin de la défense 4011. Ceci met en lumière l'importance, et bien qu'on sache que sa déposition est très importante, et j'en ai parlé au cours de ma déclaration d'ouverture, bon, il ne croit pas. Il ne croit pas ce qu'elle dit en ce qui concerne le marché de Boeing. Qu'elle a vu Hassan Mahamat, Hassan délégué, le statut de combattant, et ils disent qu'ils ont été privés de la possibilité de l'interroger, mais ils ont eu la possibilité de la rencontrer. Il y avait un protocole en place, ils ne se sont pas saisis de cette opportunité. Donc, ils ont discuté de ce qui s'était passé au marché de Boeing
avec Hassan Délégué, et puis ensuite, ils oublient encore de citer un autre témoin, qui risque de porter encore davantage atteinte à leur thèse s'agissant du statut de combattant de Hassan Délégué 0884, témoin de l'accusation qui corrobore 4100. Mais que l'omission soit non pertinente, bon, mais l'absence dans leur mémoire est significative parce que le témoin de l'accusation 0884 allait leur porter un coup fatal, à leur thèse en ce qui concerne le marché de Boeing. Nous avons évoqué cela également dans notre mémoire au paragraphe 394. Et lundi, lorsqu'ils ont fait une tentative de vous empêcher de prendre en considération le témoin de l'accusation 0884 en disant que, bon, il parlait du statut de combattant de Hassan Délégué. Mais il ne parlait pas, en fait, d'Hassan Délégué. Et vous pouvez retrouver cela à la diapositive 20 de notre présentation PowerPoint. 0884 n'était pas confus. Il savait très bien qui était Hassan Délégué. Il le connaissait très bien. Il savait bien qui était Bichard également. Il n'a pas fait de confusion entre les deux. Et ceci est un témoin qui habitait très proche du marché de Boeing. Et vous voyez cela dans la transcription 57, page 36 et suivante. L'accusation n'a pas précisé un élément essentiel de leurs éléments de preuve. Plutôt que d'essayer d'exploiter des ambiguïtés et de capitaliser sur les zones grises. Ceci est illustré également dans la manière dont ils ont présenté ce qui s'est passé au sujet de la mosquée de Boeing. L'accusation prétend que l'image satellite et la déposition de l'expert P2993 montrent que la mosquée a été incendiée pendant la période de temps qui nous intéresse. Maintenant, en ce qui concerne ce qu'ils déclarent dans leur mémoire, eh bien, l'expert 2193 qui a donné sa réponse, il a déclaré qu'il y avait une nouvelle localisation de la mosquée, qu'il avait trouvé une nouvelle localisation pour la mosquée, qu'il avait donc revisé sa déposition. Ensuite, il est revenu à la localisation initiale de la mosquée et il a été d'accord avec la défense. Deuxièmement, le conseil de l'accusation ne s'est jamais interrogé au sujet de ce bâtiment. La structure initiale qui montrait des signes qui pouvaient laisser penser qu'il y avait eu un incendie. Une telle suggestion n'a pas été faite. Et vous voyez cela à la diapositive 22. Donc, nous vous invitons à être très prudents et à ne pas tenir compte de l'affirmation faite par l'accusation que l'expert 2193 a confirmé que la mosquée montrait effectivement des signes d'incendie. Ce qui m'amène à mon autre remarque en ce qui concerne la mosquée de Boeing. Donc, l'accusation veut minimiser les dommages parce que c'est la seule manière pour eux de réconcilier les éléments de preuve présentés par le témoin de la défense 4011 et 4013 avec ce qui est dit par P1339. Leur première tentative est faite à la diapositive 23 lorsqu'ils prétendent au paragraphe 581 de leur mémoire que les éléments de Yekatom ont essayé de mettre le feu au toit de la mosquée en citant
le témoin 1339 au prétoire. Mais ce n'est pas ce qui a été déclaré par ce témoin. 1339 déclare que du pétrole a été utilisé pour détruire le toit de la mosquée. Il a même prétendu qu'il aurait vu la mosquée s'écrouler. Il a déclaré que la mosquée avait été incendiée. Et l'accusation, de nouveau, lundi, fait cette nouvelle tentative en disant, et je cite en français, avec un peu de pétrole. So they disregard the evidence of 1339. And they downplay it. donc, ils essaient de ne pas tenir compte de ce témoignage de 1339 parce qu'il y a une contradiction dans les éléments de preuve, qu'il y a un problème avec le témoignage du témoin expert 4013. Et ils minimisent les choses en prétendant aussi que le 1339, la déposition du 1339 peut correspondre avec ce qui est dit par le témoin de la défense 4011 et 4013 parce que après la requête et le feu mis au toit, eh bien, les tôles du toit et les briques de la mosquée ont été pillées. C'est ce qu'ont déclaré 4011 et 4013. Donc, ce qu'ils font en voyant cela, c'est dire que le paragraphe 45 et 46 de la déposition du témoin de la défense 4011, que ces deux paragraphes sont fiables parce que cela correspond à ce qui a été dit par 1339. Et donc on voit la destruction de la mosquée, le pillage après l'incendie, le requête qu'elle a manqué. Ils oublient qu'au paragraphe 43, elle dit que lorsqu'elle est arrivée à la mosquée était intacte. Et au paragraphe 47, elle dit qu'elle a vu la destruction de la mosquée du début jusqu'à la fin. Et c'est la manière dont ils essaient de vous persuader, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, que les paragraphes 557, 591 de leur mémoire eh bien, peuvent correspondre à ce que dit 1339. Malgré l'évidente contradiction. Je voudrais maintenant vous montrer la diapositive 26, un extrait de vidéo rapide pour illustrer la manière dont ils essaient de faire se réconcilier ces différents éléments de preuve, donc 1339 en particulier, ce qui est impossible. Donc, il s'agit de la diapositive numéro 26, Monsieur le Président, et nous n'avons pas besoin de l'interprétation parce que nous n'allons pas mettre le son. Je voulais simplement que vous regardiez l'image et la transcription se trouve sur l'écran pour vous, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. This is defense witness 401. Il s'agit du témoin de la défense 4011. Et vous voyez qu'elle habite vraiment très près de la mosquée de Boeing. Et vous voyez ici la preuve que la mosquée a été reconstruite à l'endroit exact
où se trouvait la mosquée précédente. Et ils prétendent maintenant qu'elle aurait manqué ce roquette, qu'elle n'aurait pas vu un incendie. Ils vont même plus loin en insinuant au paragraphe 588 que la qualité des munitions n'est pas connue, pas plus que la manière dont ces munitions auraient eu un impact sur le bâtiment. Quelle que soit la manière dont on veut décrire un roquette, c'est un roquette quand même. Ce sont les éléments de preuve qu'elle aurait manqué. La même chose, la même approche problématique s'applique au 013. Il a déposé devant votre chambre, il a fait ses observations en ce qui concerne l'église incendiée de Gbaya. Et il n'a pas vu, il dit qu'il n'a vu aucun signe d'incendie lorsqu'il a fait le tour de la mosquée de Boeing. Et ils essayent encore de sauvegarder la crédibilité de leur témoin star 1339 de cette façon. Nous passons maintenant à la diapositive suivante. Vous voyez qu'ils essaient d'induire en erreur cet expert en lui demandant s'il a vu sur les images satellites ce qui était cohérent, enfin, des signes qu'il pourrait y avoir des attaques avec des grenades et des roquettes. C'est ce qu'ils prétendent. C'est une des nombreuses versions que a donné 1339 en ce qui concerne la mosquée de Boeing. Voilà combien il est incohérent et peu précis. Étant donné l'importance du comportement d'un témoin lorsqu'il s'agit d'évaluer sa crédibilité, et étant donné que l'accusation prétend dans son mémoire que le récit de 1339 en ce qui concerne la mosquée correspond à la vérité sans phare, eh bien j'aimerais vous permettre de regarder des extraits que nous voyons, des extraits où nous voyons très clairement comment se comporte 1339 lorsqu'on lui pose des questions, lorsque lui demande de répondre au sujet de la mosquée de Boeing. Je pense que cela va durer 11 minutes et il faut que nous passions à huis clos partiel pendant 11 minutes. Le président, très bien, eh bien nous avons déjà accepté cela. Donc pour les personnes qui se trouvent dans la galerie du public, il y aura 11
Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Maître Dimitri. Est-ce qu'on peut revenir au canal Évidence 2 Madame, Messieurs les juges, s'il vous plaît, merci. Bien, j'aimerais à présent qu'on appréhende 1339 selon une perspective différente. Lorsqu'on lui pose des questions, à un moment, et c'est ce que je souhaitais dire tout à l'heure, il donne des réponses qui ne sont pas orientées, ne sont pas prémâchées, pour ainsi dire, et il parle, et on le voit dans cette diapositive suivante, la 29, à gauche, premier cadre, on voit que lorsqu'il fait référence à un ennemi, il parle des instructions vis-à-vis ou par rapport à un ennemi, et il dit que l'instruction portée sur un ennemi qui est capable de le tuer, donc un ennemi armé. Et en bas, vous voyez, et encore une fois, ce n'était pas quelque chose qui est venu de l'accusation, il déclare que lorsque les instructions sont données, il se souvient d'un détail important. Et que ce détail, c'est que les musulmans, lorsqu'il parlait des instructions contre les musulmans, il parlait des musulmans qui tirent. Et ça, quand on regarde ça, et quand on voit les 3 autres témoins directs qui ont déposé dans cette affaire, eux aussi ont parlé d'instructions précises. Eux aussi ont déclaré ne pas toucher les musulmans non armés. Que c'était ça les instructions données, ne pas toucher aux musulmans non armés. Ça a été dit par 1839. Ça a également été dit par le témoin de l'accusation 1786, et vous le voyez sur la partie droite de votre écran actuellement, lorsqu'il a dit que les instructions étaient de ne pas cibler les civils musulmans. Il a également dit qu'ils étaient formés, entraînés, pendant cet entraînement, à ne pas cibler, à ne pas combattre contre les musulmans civils. Et c'est également dit par le témoin de l'accusation 1687 qui dit qu'ils avaient pour instruction de combattre l'ennemi et pas les civils. Mais ce que fait l'accusation, ils ont besoin de lever les obstacles pour atteindre leurs objectifs. Donc, au paragraphe 446, ils prétendent que ce n'est pas parce que le témoin de l'accusation 1839 n'a pas entendu cet ordre-là, l'ordre de tuer les civils musulmans, que nécessairement l'ordre n'a pas été donné. Mais c'est pas ce qu'elle vous a dit. Elle a entendu l'instruction, elle a entendu les ordres. C'est pas qu'elle n'a pas entendu. Elle l'a entendu. Et l'ordre, c'était de ne pas toucher aux civils musulmans. C'était très précis, dit-elle. Mais ce n'est pas le seul exemple où l'on peut voir que un témoin de l'accusation apporte un témoignage qui va à l'encontre du récit de l'accusation et qu'ils essaient d'éliminer l'obstacle. Ils l'ont fait avec le témoin 1786 et 1647 au paragraphe 88 du mémoire, où il dit que la preuve parle d'elle-même et est traitée avec attention du fait de leur position parce qu'ils étaient exposés à une responsabilité pénale du fait de leur position de commandant subordonné. Ce sont des témoins de l'accusation. Ils n'ont jamais été interviewés comme suspects par les enquêteurs de l'accusation. On ne leur a jamais dit, l'accusation, les enquêteurs ou le procureur ne leur a jamais dit « Nous pensons que vous pouvez être exposé à une responsabilité pénale, donc on va vous lire vos droits. » Ce sont des gens qui sont les témoins de l'accusation elle-même. Ils auraient pu les interroger sur la question. Quand ils les ont convoqués, ils ne l'ont pas fait. Ils auraient pu les confronter à ces instructions. Ils ne l'ont pas fait. Et ces témoins-là
ont montré leur ouverture lorsqu'ils ont dû voir des vidéos précises, de personnes précises, comme Max Mandanda, par exemple. Mais ils n'ont pas tenté de défendre ou d'excuser ces comportements vus sur les vidéos. Et puis, finalement, Madame, Messieurs les juges, ayant conscience du recyclage permanent de l'accusation des phrases à apporter à 1339, selon lesquelles M. Yekatom aurait dit qu'il fallait tuer tous les musulmans parce que tous les musulmans étaient des sélékas. Alors, je conclurai cette partie-ci de ma présentation sur 1339 en rappelant une vidéo contemporaine, c'est la diapositive suivante, la 30. Et vous vous souviendrez que cette vidéo a été jouée plusieurs fois pendant le procès. Et juste avant, alors le journaliste voit M. Yekatom et il dit « M. Yekatom est avec Suleiman Daouda, c'est les cas musulmans, ils entrent dans un hôpital main dans la main. » Et il dit « Alors vous vous connaissez ? Mais que se passe-t-il ? Il y a quelques semaines, vous étiez tous les deux en treillis en train de vous tirer dessus. » Et M. Yekatom dit « Oui, nous nous connaissons, mais s'il me tire dessus, moi, il faut que je me défende. » Ce qui m'amène, Monsieur le Président, au point suivant de ma présentation d'aujourd'hui, la façon dont l'accusation a distorsionné les éléments de preuve vidéo dans leur mémoire. Et pas simplement dans leur mémoire, mais également dans leur déclaration de conclusion lundi et mardi. Comment ils ont sélectionné les éléments pour qu'ils soient en phase avec leur récit. Et nous allons voir une séquence de quelques secondes. Et pour que vous compreniez bien, Madame, Messieurs les juges, nous n'allons pas visionner toutes les vidéos sélectionnées parce qu'on manque de temps, mais on va voir la première, un extrait très court, un extrait cité au paragraphe 62 du mémoire final de l'accusation, parce que cet extrait-là est repris 2 fois dans le mémoire du procureur et également a été utilisé par le procureur lundi directement. Nous allons donc voir cet extrait et puis j'expliquerai ce que je souhaite dire et étayer à propos de cette vidéo et de la manière dont l'accusation l'a utilisée. Pour les interprètes, cette fois-ci, la transcription est CAR OTP 2122 2292 ligne 22 à 29. Quand il était venu, j'étais parti en banque pour aller prendre mon salaire et il m'avait arrêté et j'avais pris fuite pour traverser à Zongo. De l'autre côté, ex-Zaïre. Et c'est de là-bas qu'on avait des idées de démarrer notre mouvement par rapport à l'exercice des militaires. Donc votre mouvement a commencé au Zaïre? Non, on était traversé par ici. C'était ici. Alors, paragraphe 62 de leur mémoire, ils citent cet extrait pour soutenir l'affirmation selon laquelle M. Yekatom aurait rencontré ses adjoints supposés, Wango et Beina, à Zongo. Il n'y a rien de cela dans la vidéo. On peut la regarder en entier. Ils n'en parlent pas. Ils ne parlent pas d'eux. Encore une fois, ils utilisent cette vidéo, paragraphe 63 de leur mémoire. Et là, ils prétendent que M. Yekatom a admis tacitement leurs activités à Zongo. Et vous l'avez entendu. Il a dit l'inverse. Le journaliste lui pose la question. Donc, vous avez commencé votre mouvement au Zaïre, en RDC, et c'est à la fin de votre diapositive, là, sur l'écran actuellement. Il dit non. Il dit non, on a commencé ici, en Centrafrique. Et ils l'ont refait lundi, mais quand il le fait à ce moment-là, ils ont arrêté la diffusion de la séquence juste avant cette réponse.
Voilà pourquoi on ne peut pas se fier à eux et leur manière d'utiliser ces éléments de preuve vidéo. That video is used again. Encore une fois, cette vidéo est utilisée, c'est la diapositive 34, vous l'avez sous les yeux sur vos écrans, voilà, messieurs les juges, et cette fois-ci pour sous-tendre l'affirmation selon laquelle plusieurs témoins ont confirmé que la jeunesse de Bangui, même ceux de Boirabe, Kokora ou Koak, ont rejoint les anti-Balaka le 5 décembre. Or, il n'y a rien de tel dans cette vidéo. Il ne parle pas de Boirabe, il ne parle pas du Koak, il ne parle pas du Kokorak. Autre exemple d'une utilisation erronée de ces vidéos, c'est la diapositive 35, où vous voyez qu'ils utilisent la vidéo qu'on voit là sur la partie droite de votre écran pour étayer leur affirmation selon laquelle Yekatom et ses commandants ont ordonné de cibler et tuer les musulmans. J'inviterai la Chambre à visionner cette vidéo car il n'y a rien dans cette vidéo à propos d'un ordre de tuer les musulmans, de cibler les musulmans ou M. Yekatom disant quoi que ce soit de ce type. Pas plus que l'on peut, avec cette vidéo, soutenir l'affirmation de l'accusation à propos de l'objet commun et de l'organisation commune de ces événements. Et je passe maintenant à la diapositive 36. Dans leur mémoire, ils utilisent la vidéo que l'on voit à droite sur votre écran, Monsieur le Président, et au paragraphe 483 de leur mémoire, ils l'utilisent pour prétendre que c'est la base de Bangba. Et puis au paragraphe 486, soit 2 paragraphes plus loin, ils disent non, en fait c'est la base de l'école de Yamwara. Même vidéo, même lieu. Vous aurez noté dans notre présentation, et ceci m'amène à ma prochaine diapositive, la numéro 37, l'insistance particulière de l'accusation sur des éléments clés, des termes clés, comme par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, coordination anti-Balaka ou responsable anti-Balaka de haut rang, voilà un mot-clé pour eux, coordination, c'en est un autre. Ce sont des concepts qui sont vraiment au cœur de leur récit. Et ils s'appuient sur ces concepts, ce qui montre de manière évidente leur usage des preuves vidéo sélectifs et erroné. Alors, cette vidéo-ci, je ne vais pas la diffuser parce qu'elle est trop longue, mais c'est M. Yekatom qui est au téléphone avec quelqu'un, il parle à quelqu'un, et le procureur utilise cette vidéo pour sous-tendre son affirmation, selon laquelle, dans les semaines après l'attaque du 5 décembre, des responsables anti-Balaka de haut rang continuaient d'avoir des relations et de se coordonner. Or, il n'y a rien dans cette vidéo qui nous permet de savoir à qui parle M. Yekatom, sans parler de leader anti-Balaka, c'est encore moins un responsable de haut rang anti-Balaka. C'est de la pure spéculation de la part de l'accusation. Alors, comme vous le savez, ces exemples viennent d'une série de vidéos brutes, crues, en possession du procureur. Mais il y a également le principal documentaire qui a été monté parce que c'est celui qui a été utilisé, parce que c'est celui qui avait été diffusé au public. Bon. Parfois, dans leur mémoire de conclusion, les procureurs s'appuient sur ce documentaire travaillé parce qu'il va dans le sens de leur récit. Ils oublient les données brutes, les vidéos brutes, et se concentrent sur ce documentaire principal parce qu'il est cohérent avec leur modèle général qui vise à éviter ce qui est clair et à distorsionner les preuves. Et ils l'ont fait
au paragraphe, par exemple, 473 de leur mémoire, où ils s'appuient sur un extrait de ce documentaire principal pour soutenir un paragraphe où ils prétendent que, en présence de Sylvestre Yagouzou et de Modibo, Monsieur Yekatom est appelé chef. Et cette phrase-là est au milieu d'un paragraphe où il parle des anti-Balaka, de Boguéré et de Bossangwa. Et ce que ça sous-tend, c'est que quelque part, quelqu'un sur le terrain appelle M. Yekatom chef, soit Yagouzou, soit Modibo, soit quelqu'un du groupe anti-Balaka de Gobéré. Or, si on regarde ce documentaire principal, c'est de la voice-over. C'est le commentaire extérieur, le narrateur qui utilise le terme chef. Et si on revient aux vidéos brutes, en fait, c'est le journaliste. Et ce n'est pas inscrit à la transcription. Mais je vais vous demander, Monsieur le Président, d'écouter très attentivement cette vidéo brute. 2065 28,99 et vous entendez dire que la personne dit caporal chef, vous utilisez ça aussi comme technique. Voilà d'où vient le terme de chef. Elle fait référence à Monsieur Yekatom selon son rang hiérarchique militaire, mais ils insinuent dans ce paragraphe qu'il est appelé chef parce qu'ils veulent qu'il soit le chef d'une manière ou d'une autre, le chef de ces personnes-là, au paragraphe 473. Encore plus perturbant. Et c'est ma diapositive suivante. Madame, Messieurs les juges, vous vous en souviendrez car cet extrait a été utilisé plusieurs fois dans le procès, que dans ce même documentaire, il y a une personne à genoux. Et le narrateur dit qu'il est puni et qu'il aurait été tué plus tard ce soir-là au cours d'une exécution sommaire par M. Yekatom. Et l'accusation utilise le documentaire principal, paragraphe 476 de leur mémoire, pour sous-tendre quoi? Eh bien, pour expliquer que M. Yekatom appliquait la discipline à travers des moyens violents, y compris en tuant ses propres éléments. Et après le mot « tuer », il y a une note en bas de page, et cette note en bas de page fait référence à cet extrait du documentaire principal. Et, Madame, Messieurs la Chambre, vous vous souviendrez que nous avons trouvé des éléments selon lesquels cette personne est encore vivante. Et c'est la diapositive suivante. Parce que vous vous souviendrez, Madame, Messieurs les juges, que lorsque l'on voit les extraits bruts, pas le document principal, le visage de la personne n'est pas flouté. Et nous retrouvons sa mère, à qui on a montré ce documentaire principal, qui on a montré cette photo, et qui confirme que c'est bien son fils et qu'il est vivant. Et c'est le témoin de la défense, le témoin de la défense 3015. Et lorsqu'on a montré sa déclaration, à travers un 68.2, l'accusation dit, eh bien, c'est d'une pertinence marginale. Et donc, utiliser cela pour dire que M. Yekatom utilise la violence, même tuer ces éléments, c'est le fondement de leur paragraphe. C'est la dernière vidéo que je souhaitais utiliser pour cette démonstration, Madame, Messieurs les juges. Alors, je ne peux pas être avec vous pendant vos délibérations, j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Donc, ce que je peux vous demander, par contre, c'est de montrer une attention particulière quand vous examinerez l'interprétation de l'accusation de ces éléments vidéo dans cette affaire. Et j'espère qu'avec mes exemples, j'ai pu vous montrer de quelle manière ils distorsionnent les éléments de preuve. Et j'espère que pendant vos délibérations, vous prendrez nos réponses aux Écritures
et nos interventions comme un guide pour lire leur interprétation erronée du matériel vidéo. On me dit qu'il reste 5 minutes avant la pause de 11 heures. Je passe à la question nord-sud. Président, oui, je pense que c'est un bon moment pour prendre la pause. Nous allons la prendre donc jusqu'à 11h30.